La nouvelle employée a prétendu que mon mari était le sien, puis a dit qu'elle portait son enfant. Pour le monde extérieur, je n'ai rien à faire là où je suis. J'ai 31 ans et je dirige une entreprise que mon grand-père a construite de ses propres mains avant ma naissance. Les gens me regardent et voient la jeunesse. Ils voient une femme dans une belle veste et supposent que quelqu'un lui a donné un titre. Ce qu'ils ne voient pas, ce sont les journées de 18 heures, les appels des fournisseurs à minuit, la décennie que j'ai passée à apprendre chaque recoin de cette entreprise avant même que mon nom n'apparaisse sur la porte. J'ai arrêté de me soucier de ce que les gens supposaient il y a longtemps. Ce sang-froid, cette capacité à laisser les choses glisser sur moi, c'est ce qui m'a sauvé mardi dernier. Mon grand-père a fondé Ashworth Tile & Stone il y a 40 ans dans un garage à Columbus. Nous fournissons des matériaux de première qualité aux constructeurs commerciaux, aux hôtels de luxe et aux promoteurs résidentiels haut de gamme tout au long de la côte est. À son décès il y a 4 ans, il m'a légué la majorité des parts, 63%, non pas à mon oncle, ni au conseil d'administration, mais à moi. Parce qu'il disait que j'étais la seule à m'être jamais présentée. J'ai discrètement racheté les parts de 2 autres membres du conseil d'administration l'année dernière. Je n'en fais pas la publicité. Je garde mon nom hors du site web de l'entreprise, de l'entête des lettres et des signatures électroniques. Mon grand-père m'a appris que la personne la plus bruyante dans la pièce est rarement la plus puissante. Mon mari a rejoint l'entreprise il y a 3 ans. Je l'ai introduit dans l'entreprise avec prudence, de la même manière que vous introduiriez un nouvel élément dans un système que vous avez mis des années à calibrer. Il a du charme et de l'énergie, et je croyais sincèrement en lui. Je l'ai nommé vice-président du développement commercial parce qu'il était doué pour les relations, à l'aise en public, doué pour donner aux clients le sentiment qu'ils étaient les seules personnes qui comptaient. Il voyageait. Il concluait des accords. Je lui faisais confiance parce qu'il était mon mari et parce que je n'avais jamais eu de raison de ne pas le faire. Je sais maintenant que je payais cette confiance avec des intérêts que je ne savais pas devoir. Son nom ne vaut pas la peine d'être prononcé longuement. Je l'appellerai pour ce qu'il est, mon ex-mari. Cette partie vient plus tard. La nouvelle coordinatrice de compte nous a rejoints il y a 8 semaines. Elle est arrivée avec un curriculum vitae irréprochable et une personnalité calibrée pour les premières impressions. Au début de ses 30 ans, habillée avec élégance, le genre de femme qui s'assure de rire au bon moment. Elle a été embauchée sous la direction de notre directeur des ventes. Rien à voir avec moi directement. Je l'ai remarqué une fois dans le couloir. Elle a dit bonjour. J'ai dit bonjour. Et c'était toute l'étendue de notre relation en ce qui me concernait. Je devrais dire ici que notre bureau de Columbus n'est pas petit. Nous avons une salle d'exposition au rez-de-chaussée, un grand espace vitré où nous exposons des échantillons de carrelage, des dalles de pierre, des mosaïques sur mesure sur des panneaux lumineux. Les clients viennent pour toucher les matériaux, pour visualiser, pour rêver un peu. C'est magnifique. Mon grand-père l'aurait adoré. Au-dessus de la salle d'exposition se trouve une mezzanine où travaille l'équipe de vente. Et au-delà, une salle de conférence au mur de verre que nous utilisons pour les présentations importantes. Ce mardi-là, j'étais arrivé tôt pour une réunion à 10.00 avec un promoteur de Charlotte, le groupe Alverton. Il cherchait à équiper 3 hôtels de charme, ce qui signifiait un minimum de 6 chiffres si nous concluions l'affaire correctement. Je dirigeais personnellement ce projet. J'avais passé 2 semaines sur la proposition. Je me suis garé dans le garage, j'ai pris l'ascenseur et je suis entré dans la mezzanine pour imprimer la version finale du matériel de présentation avant de me diriger vers la salle de conférence. Elle était déjà là. Je ne sais pas pourquoi elle était à l'imprimante. Rien dans son travail ne l'obligeait à utiliser cette imprimante en particulier à ce moment précis. Mais elle était là. Et quand elle m'a vu, quelque chose a changé sur son visage. Pas exactement de la culpabilité, plutôt un calcul qui tournait trop vite pour être caché. J'ai souri et j'ai dit « Bonjour ». Elle ne m'a pas rendu mon sourire. « Vous êtes en avance », a-t-elle dit comme si c'était un problème. Je l'ai regardé pendant un moment. J'ai un rendez-vous à 10.00. Lui aussi. Elle l'a dit de la façon dont on dit quelque chose quand on veut que l'autre personne comprenne quel est le désagrément dans cette équation. Je ne savais pas encore ce qu'elle voulait dire. J'ai supposé qu'elle faisait référence à un chevauchement d'horaire, à une salle de conférence partagée, à un détail administratif. J'ai dit que je serais dans la salle s'il y avait un conflit et je me suis retourné pour récupérer mes documents dans le bac. C'est alors qu'elle l'a dit.
vous devriez probablement juste reprogrammer le vôtre. Il n'aime pas les distractions avant une grande réunion et je suis bien placé pour le savoir, je suis sa femme. Je me suis arrêté. Je me suis retourné lentement et je l'ai regardé avec le genre d'immobilité qui se produit quand votre corps comprend quelque chose que votre cerveau est encore en train de traiter. Je suis désolé, ai-je dit. La femme de qui? Elle a penché la tête comme si j'étais délibérément lente. Votre vice-président. Mon mari. Nous sommes mariés depuis 7 mois. Elle a baissé les yeux vers sa main gauche d'une manière qui semblait répéter, comme si elle avait imaginé dire cela à quelqu'un. Je sais qu'il ne parle pas de sa vie personnelle au travail. Il est très discret à ce sujet. Il y a des moments dans la vie où le sol ne se dérobe pas sous vos pieds. Il s'incline juste silencieusement. Tout a l'air pareil. Les plafonniers sont toujours allumés. La moquette est toujours grise. L'imprimante bourdonne toujours. Mais l'angle de toute la pièce a changé, et vous êtes la seule personne qui puisse s'en rendre compte. Mon mari et moi étions mariés depuis 4 ans. Nous partagions une maison à Bexley. Nous avions un golden retriever nommé Fig. Il y a 3 semaines, je lui avais préparé le dîner, nous avions débattu agréablement de la nécessité de repeindre la cuisine, et il m'avait embrassé sur le front avant que je ne m'endorme. 7 mois, avait-elle dit. J'ai regardé cette femme, cette étrangère qui travaillait à 40 pieds de mon bureau, et j'ai senti quelque chose de froid et de clarifiant me traverser. Pas de l'hystérie, pas des larmes, quelque chose de plus ancien que ça, quelque chose que mon grand-père aurait reconnu. J'ai dit très calmement, « Quel est le nom de votre mari ?» Elle a dit son nom. Le nom de mon mari. Intéressant, ai-je dit. Et j'ai ramassé mes documents et j'ai marché jusqu'à la salle de conférence. Je n'y suis pas entré. Je suis resté dans le couloir, le dos contre le mur pendant exactement 90 secondes. Je le sais parce que j'ai compté. J'avais besoin de compter quelque chose de réel. Puis je l'ai appelé. Il a répondu à la 2e sonnerie, la voix claire et détendue, comme elle l'était toujours quand il savait qu'une bonne journée l'attendait. « Et, tu es en avance » a-t-il dit. « Je le suis » ai-je dit. « J'ai besoin que tu viennes au bureau. » Tout de suite. « Il y a quelqu'un ici que tu dois rencontrer. » Une pause. Courte mais réelle. « Tout va bien ? Viens à la mezzanine » ai-je dit. « Utilise l'entrée principale. » Et j'ai raccroché. Il est arrivé 18 minutes plus tard. J'étais debout près de l'imprimante quand il est sorti de l'ascenseur. Elle était toujours là. Je ne lui avais pas demandé de partir. Elle était sur son téléphone maintenant, faisant semblant de regarder quelque chose, mais elle ne lisait rien. Ses yeux se sont levés quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. J'ai observé son visage. Je n'avais jamais vu l'expression de quelqu'un se décomposer en temps réel auparavant. Cela se produit plus vite que vous ne l'imaginez. Il y a une séquence à cela. Reconnaissance, calcul, terreur, le tout en moins de 2 secondes. Et puis le masque tombe, ou essaie de le faire, mais à ce moment-là, il est trop tard parce que j'ai déjà vu les 3. Il m'a regardé. Il l'a regardé. Il m'a de nouveau regardé. Et, a-t-il dit. Le mot sonnait creux. Elle a retrouvé sa voix en premier. Elle a prononcé son nom comme si c'était une question, comme si elle était soudainement incertaine de se trouver dans la bonne histoire. J'ai dit, je comprends que vous vous connaissez tous les deux. Aucun d'eux n'a parlé. Elle me dit quelle est ta femme, ai-je dit en le regardant. Tu devrais probablement clarifier cela pour elle. Le silence qui a suivi a été le plus lourd que j'ai jamais entendu. Il a essayé. Il a vraiment essayé. Il a dit qu'il y avait un malentendu, qu'elle s'était fait de fausses idées, qu'ils avaient un passé compliqué et qu'elle s'était trompée sur la nature de leur relation. Il a dit cela debout dans la mezzanine de l'entreprise de ma famille, pendant que je tenais une proposition client de 47 pages entre mes mains et que la lumière du matin passait à travers le plafond de verre au-dessus de nous. Elle s'est mise à pleurer. Pas des pleurs silencieux, le genre de pleurs qui remplit une pièce. Elle a dit qu'elle était enceinte. Le sol s'est incliné à nouveau. Elle en était à 9 semaines. Elle a dit qu'il savait. Il le savait depuis 3 semaines. Elle le lui avait dit la même nuit où je lui avais préparé le dîner. La même nuit où nous avions débattu de la cuisine. La même nuit où il m'avait embrassé sur le front. Il n'a pas nié.
Je suis resté là avec ma proposition de 47 pages. Et j'ai pensé à mon grand-père. J'ai pensé à la façon dont il disait que la personne qui perd son sang-froid la première perd la négociation, et je me suis dit que c'était la négociation la plus importante de ma vie. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. J'étais surprise de voir à quel point ma voix était assurée. Vous allez rentrer chez vous. Tous les deux. Aujourd'hui. Je l'ai regardé. Tu auras des nouvelles de mon avocate d'ici la fin de la semaine. Tu ne reviendras pas dans ce bâtiment. Tu ne contacteras pas nos clients. Tu n'accéderas à aucun compte, courrier électronique ou fichier de l'entreprise à partir de ce moment. Ton badge a déjà été désactivé. Il m'a dévisagé. Tu ne peux pas faire ça. Je possède 63% de cette entreprise, ai-je dit doucement. Je le peux. Je n'avais pas encore désactivé son badge. J'ai envoyé un message à notre directeur des technologies de l'information depuis le couloir pendant qu'ils étaient tous les deux là, et au moment où il a essayé sa carte d'accès à la porte principale en sortant, elle n'a pas fonctionné. Je le sais parce que j'ai regardé depuis la fenêtre de la mezzanine. La coordinatrice de compte, son autre femme, est partie discrètement. Elle s'est arrêtée à l'ascenseur, s'est retournée et m'a regardé avec une expression à laquelle je pense encore parfois. Ce n'était plus de la provocation. C'était quelque chose de plus compliqué. J'ai brièvement ressenti que nous étions toutes les deux victimes de la même personne et qu'elle venait tout juste de s'en rendre compte. Je ne sais pas si elle connaissait mon existence au début. Je ne le sais sincèrement pas. Mais je sais qu'elle le savait au 3e mois parce que j'ai trouvé un courrier électronique plus tard au cours du processus de communication des pièces où elle lui a posé la question directement, et il lui a dit que j'étais une ex, que nous étions séparés depuis plus d'1 an. Que les formalités n'avaient tout simplement pas été finalisées. Il lui a dit qu'il était vice-président parce qu'il était talentueux, qu'il avait travaillé pour obtenir ce poste, que je n'avais rien à voir avec son rôle là-bas. Il n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie sans que je ne lui ai ouvert la porte. La réunion avec Alverton s'est bien passée. Je l'ai dirigée moi-même, comme je l'avais prévu dès le début. Je pense que j'étais plus perspicace que d'habitude. Il y a une sorte de clarté qui vient du pire matin de votre vie lorsque vous décidez que vous n'allez pas le laisser gagner. Nous avons conclu le contrat 3 semaines plus tard. 6 chiffres pour la première phase. Le responsable des relations clients de mon grand-père m'a envoyé un mot manuscrit. Il a dit que le vieil homme aurait été fier. Ce qui est ressorti pendant le divorce est la partie à laquelle je n'étais pas préparé. Même si, à ce moment-là, je pensais être préparé à tout. Il avait détourné des fonds de l'entreprise. Pas de manière spectaculaire, pas tout d'un coup. Le genre de détournement conçu pour ressembler à des erreurs d'arrondi, à des irrégularités dans les notes de frais, à des paiements en trop à des fournisseurs vers un compte qui menait à une société à responsabilité limitée écran qu'il avait créée il y a 18 mois. Notre expert comptable judiciaire a trouvé 212 000 $ sur 26 mois. L'argent avait payé un bail d'appartement dans le Short North, une voiture enregistrée à son nom à elle, des vacances qu'elle pensait qu'il avait planifiées comme une surprise. Elle a coopéré avec nos avocats, ce que je respecte. Quoi qu'elle soit par ailleurs, elle a coopéré pleinement. Il a essayé, par l'intermédiaire de son avocat, de réclamer une part de l'entreprise sur la base de notre mariage. Son avocat a cité les documents successoraux de mon grand-père et ma structure de holding personnelle et a présenté un argument très confiant. Mon avocate, qui pratique le droit des affaires dans l'Ohio depuis 31 ans et qui n'élève pas la voix, a démonté cet argument au cours d'un appel téléphonique de 7 minutes. Mon grand-père savait, lorsqu'il a construit la structure de holding, que la richesse attire les personnes qui veulent en être proches. Il avait construit la structure en conséquence. Il n'y avait rien à réclamer. Le divorce a été prononcé il y a 4 mois. Les accusations pénales, fraude, détournement de fonds, suivent toujours leur cours dans le système, et on m'a dit de ne pas m'attendre à une résolution avant l'année prochaine. Je ne suis pas pressé. La vérité ne se périme pas. La partie à laquelle je pense le plus n'est pas la trahison en fait, ou l'argent. C'est une conversation spécifique que j'ai eue avec mon directeur des ventes, Ahmet, environ 2 semaines après que tout se soit passé. Ahmet travaille dans l'entreprise depuis 19 ans. Il a connu mon grand-père. Il s'est assis en face de moi dans mon bureau et a dit qu'il voulait me dire quelque chose qu'il aurait dû dire plus tôt. Il les avait vus ensemble une fois, 6 mois avant ce mardi-là, pas au bureau, dans un restaurant du côté ouest, un mardi soir, dans une banquette au fond.
Il a dit qu'il s'était convaincu que ce n'était rien. Il a dit qu'il s'était convaincu que ce n'était pas ses affaires. Il a dit qu'il y avait pensé presque tous les jours après cela et qu'il aurait aimé dire quelque chose. Je lui ai dit que je ne le blâmais pas. Je le pensais sincèrement. Je ne blâme qu'une seule personne. J'ai gardé le chien. Fig est endormi sur le canapé derrière moi en ce moment, ronflant comme il le fait quand il rêve de quelque chose de bien. Il a eu un nouveau lit le mois dernier, un truc ridicule en mousse à mémoire de forme que ma cousine m'a convaincu d'acheter, et il ne l'utilise jamais. Il dort sur le canapé. J'ai arrêté de me battre contre ça. Ma cousine, d'ailleurs, est la raison pour laquelle je parle de tout ça. Elle m'a appelé il y a 2 semaines et a dit, « Tu dois raconter cette histoire. Pas pour te venger. Tu as déjà réglé ça. Raconte-la pour la femme qui est assise dans un parking quelque part en ce moment, essayant de décider si elle réagit de manière excessive. Elle a dit, raconte-la parce que quelqu'un a besoin de savoir qu'il n'est pas fou. Quelqu'un a besoin de savoir que perdre son sang-froid ne sert à rien. Quelqu'un a besoin de savoir que la structure que l'on construit autour de soi est une protection et que l'on a le droit de l'utiliser. Elle a raison. C'est pourquoi je suis ici. J'avais 31 ans, assise dans une mezzanine avec une proposition client entre les mains et une étrangère prétendant que mon mari était son mari. Et je ne me suis pas effondré. Non pas parce que je ne le voulais pas. Non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que mon grand-père a passé 40 ans à me montrer à quoi cela ressemble d'encaisser un coup et de rester debout. Et je n'allais pas gaspiller cette leçon pour quelqu'un qui ne l'avait jamais méritée. Il y a un homme que je connais depuis 6 ans, un ingénieur en structure nommé Beckett, que j'ai rencontré sur le chantier d'un projet à l'époque où j'apprenais encore le métier depuis la base. Nous avons recommencé à nous parler l'hiver dernier, lentement, comme le font les adultes quand ils portent tous les deux des choses avec lesquelles ils ont été prudents. Il est venu au bureau le mois dernier pour une consultation sur la nouvelle extension de la salle d'exposition. Il a apporté du bon café et n'en a pas fait toute une histoire. Il a juste posé une tasse sur mon bureau et est allé regarder les plans d'étage. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais je sais ce que ce n'est pas, et c'est suffisant pour le moment. Fig ronfle toujours. La lumière du soir fait cette chose qu'elle fait en octobre, où elle entre dorée et de biais par la fenêtre et donne l'impression que tout a de la valeur. Mon grand-père a construit cette entreprise dans un garage. Je la dirige maintenant. Et j'ai appris, plus que je ne l'aurais jamais voulu, que la supposition la plus dangereuse que l'on puisse faire à propos d'une femme est de croire qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle possède. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.